Alors, nous allons continuer dans les différents éléments qui nous permettent de manipuler l'état de polarisation de la lumière. Et là, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle l'activité optique. Alors, l'activité optique, eh bien, ça se passe dans certains milieux qui vont permettre de faire tourner le vecteur d'un faisceau lumineux qui les traverse. On parle alors de pouvoir rotatoire ou bien de biréfringence rotatoire. Alors, on la doit à Jean-Baptiste Biot. Et une autre personne qui a beaucoup travaillé sur cet élément, c'est également Louis Pasteur, qui est surtout connu pour ses vaccins. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce pouvoir rotatoire, ça dépend des substances qui sont utilisées. On va ainsi avoir des substances qui vont faire tourner la polarisation vers la droite. On va dire qu'elles sont alors dextrogires. C'est le cas du saccharose, du dextrose, du sucre. Ici, quand on dit tourner vers la droite, la convention qu'on retient, c'est on fait face à la lumière. C'est un peu différent de la convention que nous, on a utilisée précédemment. Et à l'inverse, on a d'autres composés qui, eux, vont faire tourner la polarisation circulaire vers la gauche. On va les appeler lévrogyres. Et dans ce cas-là, ça peut être par exemple le fructose, un autre sucre. Alors, ces substances dextrogyres, lévogyres, eh bien, ça a amené progressivement à la découverte des énantiomères. C'est des molécules qui vont se distinguer par leurs propriétés lévogyres ou bien dextrogyres. On a les mêmes atomes, on a la même structure, sauf que l'une fait tourner vers la droite et l'autre fait tourner vers la gauche. Alors, bon, on va étudier tout ça un petit peu avec notre formalisme qu'on a choisi d'adopter, c'est le formalisme de Jones. Et on va considérer une polarisation linéaire. Je vous rappelle, on avait vu qu'une polarisation linéaire, on peut aussi l'exprimer en tant que superposition de deux états circulaires. Donc ça, je vous invite à revoir la vidéo que j'avais faite sur la décomposition dans la base d'états circulaires, notamment en utilisant le formalisme de Jones. Donc si on a une polarisation rectiligne qui forme un angle θ par rapport à l'horizontale, on peut dire que c'est la superposition d'une rotation circulaire gauche avec une polarisation circulaire droite, et entre les deux, eh bien, j'ai un déphasage qui vaut 2θ. Donc moins Iθ sur la circulaire gauche et exponentielle Iθ sur la circulaire droite. Donc voilà mon vecteur exprimé dans la base des polarisations circulaires. Et l'action du milieu qui a une biréfringence rotatoire, ça va être eh bien, d'avoir un indice de propagation qui sera différent en fonction de la polarisation circulaire qu'il traverse. Donc ici, c'est comme l'action des lames de phase qu'on a vu qui jouait sur deux axes et donc sur deux états rectilignes de polarisation. Ici, on va créer une différence d'indice entre deux états circulaires de polarisation. Donc on va créer une biréfringence circulaire et ça va induire la création d'une différence de marche et donc un déphasage supplémentaire qu'on va ajouter entre les deux composantes circulaires. Ce déphasage, ce sera 2π. La différence d'indice entre la circulaire gauche et la circulaire droite multiplié par la longueur traversée et divisé par la longueur d'onde. Alors, eh bien, on va rajouter cette différence de marche, enfin ce déphasage. Donc, on va l'ajouter, on va le séparer en deux. On va mettre moitié sur la circulaire gauche, moitié sur la circulaire droite. Donc voilà, on la répartit. Et du coup, eh bien, on voit qu'on peut grouper les angles entre eux. On aura d'un côté θ plus φ sur 2, de l'autre côté également θ plus φ sur 2. Donc du coup, ce qu'on obtient au final, ce qu'on reconnaît, c'est l'expression d'une polarisation rectiligne qui fait maintenant un angle de θ plus φ sur 2.
Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a fait changer l'angle, c'est que le déphasage qu'on a imprimé à travers la biréfringence circulaire va se traduire cette fois-ci par également un changement de l'angle de la polarisation rectiligne. Donc on a ici une rotation de la polarisation rectiligne d'un angle qui correspond à phi divisé par 2. Donc cet angle bêta, on va pouvoir le mesurer expérimentalement et donc on va pouvoir remonter aux propriétés du liquide ou de l'élément qui a cette biréfringence circulaire. Souvent c'est des solutions. Alors pour illustrer tout ça, toujours encore une fois j'ai utilisé Emanim et on voit comment dans ces deux simulations une polarisation initialement horizontale voit son orientation progressivement se décaler. On voit que l'angle de cette polarisation rectiligne augmente au fur et à mesure qu'elle se propage dans le milieu avec cette biréfringence rotatoire, et la rotation de la direction de polarisation, elle est directement proportionnelle à la longueur qui est traversée. Ça, on le retrouve à travers la simple formule qu'on avait vue précédemment, bêta directement proportionnelle à L, la longueur traversée. Cette rotation, on peut aussi montrer qu'elle est proportionnelle à la concentration de l'élément rotatoire dans la solution. Et ça va être exploité. On va mesurer la rotation qui est faite et on va pouvoir remonter à la concentration de l'élément. C'est ainsi qu'on peut, par exemple, trouver la concentration en sucre de certaines solutions. C'est largement utilisé. Alors, si on veut détailler un petit peu cette mesure, c'est intéressant de la connaître, eh bien, on part d'une cuve, on a une source lumineuse. Cette source lumineuse, on va insérer un filtre monochromatique, parce que vous voyez, notre mesure, elle est réalisée à une longueur d'onde bien précise, à un lambda donné. On voit que dans notre formule, bêta est associé à une seule longueur d'onde. Donc ça nécessite un filtre. Qu'est-ce qu'on va placer d'autre sur le rayon monochromatique qu'on a? Alors on va l'observer à l'œil, et on va placer un polariseur, un analyseur croisé, de manière à générer l'extinction. Donc on va chercher l'obscurité. On va ensuite mettre une lame demi-onde qu'on va aligner suivant un axe neutre. Ça nous permet de retrouver l'obscurité et ça va nous servir de référence. Et ensuite, on verse la solution à analyser. Quand on a cette solution à analyser, eh bien, on va perdre l'extinction de la lumière qu'on avait initialement. En effet, en raison de la solution analysée, eh bien, la polarisation va tourner, si bien que derrière l'analyseur, il restera un petit peu de lumière. Donc ce qu'on va chercher à faire expérimentalement, c'est de rétablir eh bien, l'extinction. Donc pour ça, on va faire tourner la lame demi-onde. On sait que si on fait tourner la lame demi-onde, on fait également tourner la polarisation. Et du coup, comme ça, on peut retrouver l'angle bêta dont la solution a fait tourner notre polarisation. On recherche de nouveau à réobserver l'extinction. Et comme ça, eh bien, on réussit à trouver la concentration de la solution dans l'élément qui nous intéresse. Alors, tout ça, ça peut maintenant se faire automatiquement à travers un appareil. Et vous voyez, les résolutions en termes d'angle sont extrêmement précises. Ici, on est à 0,001 degrés. Donc, on a vraiment une grande précision dans ces mesures qui est possible. Alors, pour terminer, donc vous voyez que ce pouvoir rotatoire, c'est une façon de faire tourner la polarisation. Et il faut bien faire la différence entre l'action de la lame demi-onde, où là, on a un changement au cours de la propagation de l'état de polarisation,
et ce qui se passe quand on a un pouvoir rotatoire, où là, à chaque instant de la propagation, on conserve une polarisation qui est rectiligne. Donc c'est deux types d'actions qui sont quand même assez différents.